Excellent. Donc, il est 10h33 et on va commencer ce webinaire sur les projets locaux pour l'aide alimentaire en réponse à la crise. Premièrement, je tiens à mentionner que c'est un des premiers événements de l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire que je vais vous présenter aujourd'hui. Je veux vraiment remercier les organisations qui participent aujourd'hui. Avant tout, je veux les remercier de leur audace. Donc, la cantine pour tous, Réseau alimentaire de l'Est, Bouffe Action Rosemont, le Club des petits déjeuners, à Table des chefs. Merci d'avoir accepté de participer avec des délais vraiment si serrés que ça. Je sais que vous êtes hyper occupés, que les besoins sont grands en sécurité alimentaire, surtout ces temps-ci avec Noël qui arrive. Donc, c'était un peu audacieux de vous pitcher ça à la dernière minute et je vous remercie grandement. Moi, je suis moi-même Erika Salem, agente de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais. Et je suis chargée de projet, entre autres, pour le projet de l'espace cuisine. Donc, aujourd'hui, il y a ma collègue Judith Colombo de Récolte qui va beaucoup m'aider. Et merci Judith qui m'a déjà beaucoup aidé pour la logistique, pour l'appui en général pour cette réunion. Donc, merci à tout le monde. Premièrement, la petite étiquette. Merci de garder vos micros fermés. Lorsque vous ne prendrez pas la parole, veuillez modifier votre nom, prénom, nom, organisation. Ça va nous aider pour les échanges qu'on va avoir ultérieurement. Tout au long du webinaire, je vous invite vraiment à utiliser le chat pour vous exprimer de différentes façons. Puis, on va tenter de suivre. Je vous demanderai d'être indulgent envers moi. Ce n'est pas évident de faire 1000 affaires à la fois. Ensuite, je vous invite aussi à lever la main. Ça peut m'aider de toutes les façons possibles de faire des signes, que ce soit par le chat, en levant la main, en faisant des pouces. Je vous invite à vraiment donner de la rétroaction pendant le webinaire. Ensuite, voilà, les échanges de vive voix vont être pour la deuxième partie du webinaire. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses, beaucoup de pain sur la planche. Donc, je pars aussi mon chat juste un instant. Je suis désolée de vous faire part de ma gestion en même temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire. On va vous présenter 5 projets. Le clou du spectacle aujourd'hui, c'est de revoir nos 5 projets qui ont vraiment structuré à Montréal la distribution, la préparation de repas, ainsi que des projets qui ont permis d'avoir accès à des services de transport à Montréal au niveau régional. La deuxième partie, puis là, je vous présente la structure telle qu'elle était préparée, mais étant donné que ce matin, il y a quelques minutes, on se rend compte qu'il y a des bugs techniques sur notre Jamboard. On va adapter un peu la structure de présentation, mais grossièrement, ça va être ainsi que ça va être présenté. Donc, qu'est-ce que l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire? L'espace cuisine pour la sécurité alimentaire, c'est quelque chose que plusieurs acteurs régionaux avaient en tête depuis maintenant presque 2 ans qu'on en parlait, qu'il manque un espace de concertation pour les acteurs en sécurité alimentaire à Montréal. Il faut être capable de se partager les outils, il faut être capable de s'asseoir ensemble, de mieux comprendre, renforcer nos compétences entre nous, échanger à différents niveaux. Il y a plein de types d'acteurs à Montréal, il y a plein de types d'organisations. C'est pas évident comme écosystème de comprendre qui fait quoi. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on crée l'espace cuisine, pour essayer de créer non seulement un mind map de qui fait quoi à Montréal, mais de renforcer aussi la cohésion de tout ce beau monde-là, avoir de meilleurs échanges. C'est un peu intriguant parce que la COVID-19 puis toute la crise qu'il y a eu nous a un peu forcé à avoir ces espaces-là. Donc, de façon un peu naturelle, il y a eu des espaces de concertation qui se sont créés avec les cellules de crise, mais l'espace de concertation, l'espace cuisine, se veut un espace beaucoup plus structuré et permanent que ce que représentent des cellules de crise qui, espérons-le, vont disparaître un jour parce que cette crise va s'apaiser, malgré qu'on peut croire que les besoins vont rester toujours élevés en sécurité alimentaire à Montréal. Donc, c'est vraiment un espace qui est pour vous. La majorité des événements qui vont être organisés vont être sous forme de forums ouverts où est-ce qu'on va pouvoir échanger sur les questions liées à la sécurité alimentaire. Donc, comme je vous disais, le contexte aujourd'hui, l'événement aujourd'hui, c'est vraiment pour revisiter le fait qu'il y a eu une explosion des besoins en sécurité alimentaire à Montréal à partir de mars. Puis, il y a eu, à travers le chaos qui a été infligé par cette crise et puis les mesures de confinement,
Il y a eu des différents projets au niveau régional qui se sont structurés pour répondre aux besoins en sécurité alimentaire, pour lutter contre la faim qui augmentait à Montréal. Ces projets régionaux-là ont été réalisés soit pour apporter des services de transport, soit pour des services de repas. Donc, sans plus tarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va passer aux 5 projets régionaux que nos 5 partenaires aujourd'hui. Je leur donne 5 minutes par projet et je sais que c'est vraiment pas beaucoup. Et ensuite, après chaque projet, on va prendre un temps pour l'échanger. On va prendre 5 minutes aussi après chacun des projets pour un peu se parler des bons coups, des éléments, des enjeux par rapport au projet, puis peut-être se poser quelques questions. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la tablée des chefs avec notre collègue Florence. Bon matin tout le monde, je démarre mon chrono de 5 minutes. Mais d'abord, merci vraiment Erika et Conseil Sam pour nous avoir invités, mais d'abord et avant tout avoir créé cet espace-là. Je pense que c'est important qu'on puisse créer des liens puis être encore plus concertés là, dans la suite des projets, puis dans l'élaboration des projets et de trouver des pistes de solutions ensemble. Je vais essayer d'y aller vraiment brièvement, mais au départ, la Table des chefs, on a un programme de récupération alimentaire avec le milieu HRI, alors hôtel, restaurant, institutions, hôpitaux. C'est sûr qu'avec la crise, on récupère les souples alimentaires avec lesquels on distribue à des organismes locaux à travers tout le Québec. C'est sûr qu'avec la crise, la fermeture de plusieurs établissements, hôtels, restaurants, etc., cafétérias corporatives, le programme allait être un peu mis sur pause, même si dans le milieu institutionnel, hôpitaux, c'est plus régulier. Mais on avait quand même déjà beaucoup de liens avec des établissements qui sont des restaurants, des hôtels, etc. Et notre fondateur, Jean-François Archambault, a essayé de penser à une manière où on pourrait poursuivre notre partenariat et notre collaboration avec ces établissements-là, tout en répondant aussi, en tentant de répondre à un besoin suite à des discussions avec Banque alimentaire du Québec là, sur une augmentation des besoins en lien avec la crise. Alors, le projet des cuisines solidaires, c'est vraiment un projet de préparation de repas qui est destiné aux banques alimentaires et aux organismes. Mais qui a plusieurs objectifs aussi. C'est vraiment justement de préparer et distribuer des repas pour les familles et les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire, mais c'est aussi de soutenir le milieu HRI en ramenant les chefs, les cuisiniers qui étaient un peu déboussolés par tout la fermeture de leurs installations et tout ça, les ramener en cuisine, les ramener à leur vocation première là, de cuisiner pour les autres et de leur demander d'utiliser leur cuisine pour préparer des repas destinés aux banques alimentaires. On leur offrait aussi $1 par repas préparé aux établissements qui produisaient les repas pour aussi, dans le même souci de les soutenir dans ce moment difficile-là pour eux. Et en même temps aussi, suite à la fermeture de tous ces établissements-là, il y avait aussi beaucoup de surplus de l'industrie agroalimentaire. Les moissons, Banque alimentaire du Québec, les moissons en général ont reçu aussi, je pense, beaucoup de donations. Mais il y avait aussi, nous aussi, on est allé vers des partenaires avec qui on travaillait déjà, Olimel, l'UPA, leurs différentes filières, pour aller chercher justement en don la matière première qui allait être utilisée pour la préparation des repas qui allait être destinée aux banques alimentaires et tout ça. Fait que c'est un projet avec plusieurs objectifs. On a commencé avec un objectif de production de 800 000 repas et avec la crise qui se poursuivait et les partenaires qui se joignaient à la cause, on a finalement fait 200 000 repas, mais là, on se concentre sur Montréal. Alors, c'est près de 500 000 repas qui ont été distribués dans la région de Montréal à travers Moisson Montréal, évidemment, mais aussi plusieurs organismes communautaires. On compte à peu près 90. À ces 90-là, on intègre des organismes que Tony va parler plus tard, mais avec qui on a collaboré là, pour la distribution au niveau local des repas. On a plus de 70 établissements qui ont participé au projet, vraiment dans plusieurs régions au Québec. Puis c'est plus de 600 tonnes de denrées qui ont été données en majorité. On a fait quelques achats aussi, mais en grande majorité,
Alors qu'un repas le plus équilibré possible, protéines, légumes et féculents qui ont été nécessaires pour la préparation des repas. On a plusieurs partenaires. Je pense qu'on peut changer de diapo, Erika. Mais dans le fond, on a vraiment collaboré avec plusieurs joueurs. On a réussi à mobiliser le secteur agroalimentaire, services alimentaires, avec aussi beaucoup d'organismes locaux pour la distribution des repas. On a fait des distributions locales, Montréal-Nord, Hochelaga, aussi dans le coin de Montréal. Mais on a vécu beaucoup d'enjeux aussi, maintenir la chaîne de froid, la capacité de congélation, parce que les restaurants avaient tout ce qui restait comme denrées, ils ont mis ça dans leur congélateur. Alors après ça, comment congeler les repas qui étaient préparés dans les établissements pour les distribuer plus facilement vers les organismes, c'était un enjeu. Les contenants, etc. Ça sonne par ici. Mon 5 minutes est terminé. Ça va tellement vite. C'est fou. Mais on a essayé de penser, on a fait un sondage auprès de vous, puis je pense que c'est important qu'on en ait aussi un peu de vive voix, là, vos commentaires sur les bons coups, les enjeux qui ont été vécus. Mais on va essayer le plus possible d'arrimer la production avec les besoins des organismes, renforcer la mutualisation pour le transport, on va en parler, je pense, un petit peu plus tard, puis mieux préparer les établissements pour que le produit final à la fin qui arrive vers les organismes soit le plus standardisé possible, qualité, quantité, emballage, étiquetage, etc. Fait que je laisse la parole au prochain. Super, merci beaucoup, Florence. Là, on fait l'adaptation par rapport à ce qui était supposé d'arriver. Il était supposé pas d'arriver ça. Là, je vais vous partager à tout le monde un lien vers une autre présentation. Normalement, ça aurait été pas ça qui arrivait, mais on s'adapte et on est résilient parce qu'il y a des problèms techniques du côté de notre Jamboard. Donc, dans le chat, je vous invite à me rejoindre, mais pour les gens qui ne seraient pas capables, de toute façon, je vais vous partager. Puis là, est-ce que... Voilà, ça devrait y aller. Un instant. Ce ne serait pas bien, non? Je vais juste, pendant ce temps-là, profiter. J'ai ma collègue Sophie qui est là aussi, qui a été, dans le fond, le contact principal de la majorité des organismes avec qui on a distribué des repas. Alors, elle va être là pour répondre aussi à des questions ou à des précisions aux besoins. Bonjour tout le monde. Ce ne sera pas bien long. Je vais ouvrir, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont réussi à ouvrir le document Google. Je vais le partager. Puis j'aimerais juste, déjà, je lance en même temps que je fais deux affaires en même temps. J'ouvre vraiment la parole à vous, à savoir, est-ce qu'il y a des bons, tu sais, c'est quoi si vous aviez un bon coup ou un enjeu vécu au-delà de ce qui a été nommé par Florence par rapport au projet de la tablée, est-ce qu'on est capable de les relever? Donc, je vous invite, en fait, on avait déjà commencé à monter là, une présentation, puis là, je m'excuse, ça a complètement chamboulé ma façon de faire, mais ceux qui sont capables de nous rejoindre sur le Google Doc, je vous invite à commencer à écrire des éléments que vous retenez par rapport aux bons coups qui ont été faits par la tablée, les enjeux, puis les pistes d'amélioration. Puis là, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez le bon écran? Je ne sais pas. Est-ce que... oui, on voit bien. Oui, on voit bien. Merci. Parfait, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui prendrait la parole, qui a bénéficié des repas de la tablée, puis qui voudrait un peu rajouter, mentionner des éléments d'enjeu ou de bons coups ou des pistes d'amélioration des éléments. On a vu qu'il y avait plusieurs éléments qui avaient été mentionnés, mais disons, Florence, elle nous a parlé donc, mon ordi lag en même temps. Je ne sais pas si ça va être la meilleure façon de s'adapter. La personne qui écrit, je vous invite à prendre la parole. Mais les bons coups, on a vu qu'il y a une mobilisation de plusieurs acteurs, il y a eu plusieurs collaborations, il y a eu une distribution graduelle grâce à un entreposage chez Cogebec, il y a eu des journées de distribution à Montréal-Nord. Est-ce qu'il y a des éléments
des enjeux vécus. On a nommé maintenir la chaîne de froid, capacité de congélation, grand volume de repas. Donc, je vous invite un peu à compléter ce tableau-là, à écrire des éléments de réflexion et ou à prendre la parole. Je ne sais pas, en même temps, j'aime ça interpeller les gens. Donc, je ne sais pas au niveau, si Madame, puis je suis vraiment désolée de faire ça, mais Madame Charlevoix, vous êtes là, puis je vous interpelle. Qui êtes-vous et avez-vous bénéficié des repas de la table des chefs? En fait, oui, je suis Isabelle. Oui. Pour le sac en joue, en fait, nous, on en a eu dans le cadre de la banque alimentaire, puis on en a distribué aussi dans le cadre des plats congelés avec l'autre projet qui va être parlé auprès des aînés. Donc, les gens ont aimé les plats. C'est juste le format pour les aînés qui était trop gros, parce qu'il y en a qui disent qu'ils habitent seuls. Donc, c'était gros. Fait, quand ça se dégelait, ben, ils disaient qu'on ne pouvait pas le regeler. Mais au niveau d'aimer le repas, ça, c'était très positif. Fait, en fait, c'est pour ça qu'on alternait une semaine sur 2 pour les donner parce que c'était trop gros. OK. Puis est-ce que vous faisiez de la distribution seulement pour les personnes âgées ou il y avait différents types de clientèle que vous alliez rejoindre? En fait, on a eu les deux. Nous, on a eu la banque alimentaire qui touche toute personne à faible revenu, dont beaucoup de familles, une journée. Et l'autre journée, c'était des plats congelés ciblés pour les aînés. Parfait. Donc, 2 volets. C'est plus facile quand les gens ont leur caméra ouverte, les interpeller. Florence, moi, j'ai une question pour toi. Vous avez mentionné à un moment donné, j'ai vu que dans les enjeux, il y avait l'étanchéité de vos emballages. Puis, j'étais curieuse de savoir si vous continuez à la tabler de travailler dans le sens de la distribution des repas. Est-ce que, comment est-ce que cet enjeu va être adressé? Est-ce que vous allez réussir à le faire? Bien, c'est certain que c'est un coût important pour nous dans les contenants. On est allé vers un contenant qui était du moins recyclable, pas compostable, mais du moins en aluminium, alors recyclable. Mais ce qu'on va essayer de travailler plus, c'est d'assurer la congélation suite à la production. C'est là où on va essayer de faire un cartable du participant où on va vraiment établir des règles plus claires. Tu sais, c'est un projet qui a été créé en 2 semaines, mais qui aurait pris des mois de logistique. Alors, on va créer un cartable qui va nous permettre de vraiment mettre les règles claires de qu'est-ce qu'on veut comme produit final pour les bénéficiaires, pour les organismes. Alors, l'idée, c'est de vraiment, le plus possible, encourager la congélation des repas, ce qui permet qu'une fois congelé, c'est quand même plus maniable, là, ça se transporte vraiment mieux. On va aussi améliorer la rigidité des boîtes pour s'assurer que les boîtes sont bien empilées, pas trop, qu'il n'y a pas de problème au niveau du transport. Mais on a un partenaire qui nous aide, qui n'est pas un don, mais qui nous aide avec les contenants d'aluminium. Alors, pour l'instant, mais si vous avez des idées de qu'est-ce qui pourrait être utilisé, qui serait plus efficace au niveau de l'étanchéité, justement, on est ouvert à prendre des propositions. Évidemment. Super, merci. C'était une petite question colle un peu. C'était pas facile à répondre, je m'excuse. Puis là, il y a des enjeux qui sont apparus sur le Google Doc, puis je continue à vous inciter à en écrire. J'aime ça voir ça. On dit qu'il y a des repas non identifiés clairement, allergies, contenu, VG. C'est sûr que ça doit être tout un enjeu, mais je pense qu'avec le cartable du participant, les règles qui vont se clarifier à ce niveau-là, ça va aider. Est-ce que c'est votre élément de réponse pas mal pour ça? Oui, puis tu sais, on va diminuer aussi le nombre d'établissements parce qu'à un moment donné, gérer 60 établissements qui produisent des repas, c'est une très grosse logistique. Alors, on va réduire la quantité pour justement avoir quelque chose de vraiment plus standard qui répond aux besoins puis justement aux standards de quantité, qualité. S'assurer que dans chaque contenant, il y a bien 6 repas de 300 grammes, alors que c'est ça qui correspond à 1,8 kg, etc. Puis, au niveau de... c'était quoi le commentaire? J'ai oublié. Excusez. On continue. Oui, ça va. Il y a les plein 2 de portions. commentaires. On va faire 2 portions et 6 portions. On va avoir une plus grande quantité de 60-40 à peu près.
40% de portions et 66 portions. Alors, pour répondre justement aux besoins des personnes seules, personnes âgées. Parfait. Je tiens à mentionner à ma collègue Judith que j'ai dupliqué la diapositive pour nous laisser de la place un peu parce qu'une seule diapositive pour tout ça, c'est pas évident. Donc, si tu veux continuer à prendre des notes dans la deuxième diapo, c'est prêt. Il y a Tonia qui a la main levée, puis après, on a pris le commentaire de Caroline, on l'a mis dans le tableau. Il y a Camille Rivet, on prend les notes du chat et on va pouvoir y revenir. Mais Tonia. Et moi, je voulais soulever un des bons coups justement de la tablée qui a eu un impact aussi sur notre projet qu'on va présenter par la suite. Dans le fond, bravo pour l'ouverture à la collaboration. On a approché la tablée parce que nous, on prêtait des camions, puis là, on avait plusieurs organismes qui venaient chercher des camions pour aller chez les restaurateurs, chercher justement les plats de la tablée. Puis finalement, en parlant avec Sophie, puis avec l'équipe justement à la tablée, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait mutualiser les déplacements. C'est ce qui a apporté un deuxième volet au projet des camions mutualisés. Fait que, je veux dire, ça a vraiment simplifié du coup, nous, notre logistique à nous parce qu'on n'avait plus de camions à prêter parce que ça s'en allait tous au restaurant. Donc, bravo. Puis, juste un petit détail que je n'ai pas écrit parce que c'est un peu petit pour moi, mais je voulais juste dire, un des enjeux que nous, on a eu, en fait, les plats ont été super appréciés, on en a distribué beaucoup. Un des petits enjeux, c'était la quantité de plats dans les boîtes. Parce que ça devenait des fois, tu sais, les restaurateurs, puis je comprends, mais c'était juste que c'était difficile de savoir combien qu'on en avait pour assurer le dispatch auprès de nombreux organismes. Mais sinon, bravo, puis ça a été un plaisir de collaborer avec vous. Là, ça a été Sophie, c'est la première fois que je te vois, puis on s'est parlé en consécutif. C'était ma meilleure amie pendant longtemps, donc mais bravo. Super. Merci, Tonia. Ben oui, bravo vraiment à tablée. J'ai une question pour vous pour terminer. Est-ce que le projet est de continuer de la distribution aux banques alimentaires vers Moisson Montréal dans la nouvelle année? Il y a des gens qui aimeraient comprendre si ça va passer par Moisson. Est-ce que vous le savez même à ce moment-ci? Est-ce que c'est clair ou c'est en train de se développer? Oui, le projet va se poursuivre en 2021. On a des objectifs, c'est sûr, ça dépend du financement aussi, mais de 1,6 million pour la 2021, dont normalement, il y a quand même, selon la répartition là, des banques alimentaires du Québec, il y a au moins 25-26 qui va vers la région de Montréal. On passe par les partages de banques alimentaires pour aller vers Moisson Montréal. Mais évidemment, on est aussi ouvert à faire des distributions directes avec des organismes. Si on peut reproduire les projets de mutualisation de transport aussi, mettre de l'avant peut-être nous aussi des possibilités avec on a un petit sprinter. Je pense que les possibilités sont quand même là aussi pour aller directement livrer vers les organismes. On essaie de voir des collaborations avec un partenaire en épicerie qui pourrait peut-être rapprocher certaines palettes de repas vers des quartiers et ensuite les organismes se déplaceraient vers ces épiceries-là pour aller chercher des repas et tout ça. Fait que il y a différentes options qui sont en vue, mais c'est sûr que c'est en planification, mais on travaille fort à ce niveau-là pour continuer avec une distribution directe aussi avec des organismes communautaires en partenariat avec Moisson Montréal, toujours et Banque alimentaire. Merveilleux. Donc, je suis une très mauvaise gestionnaire du temps parce que j'aime trop ça parler de chacun des projets. Puis, je vais passer tout de suite la parole à Réseau alimentaire de l'Est pour qu'ils nous présentent leur projet. On va passer au prochain projet, donc. Donc, c'est Noémie Simon. Pardon, il faudrait que je te nomme en tant que personne. Oui, bon matin à tout le monde. Merci. Je mets mon petit chronomètre pour tenir les 5 minutes. Donc, moi, je vais vous parler du projet de distribution hebdomadaire de plats congelés issus du secteur aérien qui a commencé au début de la Covid. On a eu l'opportunité, on a eu l'opportunité de discuter avec une des entreprises qui produisait pour le secteur aérien et donc il y avait un certain nombre de stocks de produits de plats congelés individuels qui étaient en stock et qui nous proposait de les acheter à prix coûtant. Donc, ce projet visait des personnes vulnérables qui résidaient dans l'Est de Montréal, puisque au niveau du réseau alimentaire, on intervient sur les 9 arrondissements de l'Est de Montréal et Montréal-Est.
Et donc, au démarrage du projet, on a d'abord travaillé on va dire dans les différentes étapes dans un projet pilote qui intégrait plutôt la pointe est de Montréal pour voir un petit peu la faisabilité du projet. Et puis, en deuxième phase, en fait, au mois de mai, ou même un petit peu avant, fin avril, on a intégré la totalité de notre territoire, donc les 10 quartiers. Ce qui a rassemblé un total de 40 organismes communautaires. On a bien sûr travaillé ainsi grâce à Centraide du Grand Montréal qui a financé le projet. Il faut savoir que, pardon, je suis un petit peu confuse, mais donc une fois qu'on est passé à la totalité du territoire, on a eu plusieurs phases qui a épousé en fait le financement de Centraide. Donc on a eu les phases durant l'été qui a été un petit peu la vitesse de croisière, également qu'on a poursuivi pendant l'automne, bien qu'on avait un petit peu revu le modèle. Et puis en décembre, on a l'intégration d'un nouveau partenaire qui est Air Transat qui suite justement, après avoir entendu parler du projet, nous a contactés parce qu'ils avaient eux aussi des stocks à la fois en congelé et en sec à distribuer. Et donc, dans les partenaires, on a travaillé bien sûr avec Bouffe Action Rosemont dès le début du projet et puis sur la deuxième phase avec le Gémeaux. Donc, les résultats atteints, mais on a travaillé fort au niveau des cellules de crise des différents quartiers pour déterminer 10 points de chute dans 10 quartiers. Ce qui nous a permis en moyenne sur l'année de distribuer 10 600 plats par semaine et de toucher 6 à 8 000 bénéficiaires par semaine. Donc, tu peux passer, Erika, à la diapositive suivante. Dans les bons coups, ce qui a vraiment, enfin, les points sur lesquels on a vraiment été satisfait du projet, même étonné, c'est vraiment cette mobilisation collective qu'on a vu se mettre en place. Et puis, la mutualisation au travers de ce travail de création de 10 points de chute qui a permis de faire une boucle solidaire et les mêmes jours, en fait, de livrer l'ensemble des quartiers. Donc, ces points de chute ont vraiment permis d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'était de la mutualisation de fonds, puisqu'on a été capter des financements qui a servi à l'ensemble des arrondissements en termes d'achat, en termes de logistique, en termes de stockage aussi dans les points de chute. Et puis, ça a été donc une action qui a fédéré tous ces acteurs. Un autre bon coup, ça a été aussi d'avoir la possibilité de commencer par un projet pilote et voir un petit peu comment ça se mettait en place, ce qui était possible de faire. De pouvoir aussi acheter ces plats à prix coûtant et de pouvoir les redistribuer gratuitement. Au niveau des enjeux, je dirais que ça a été vraiment la mise en place d'un système logistique efficace et innovant avec nos partenaires. Parce que mettre en place cette boucle logistique avec une livraison sur la même journée, tout ce qui était aussi problématique de stockage pour chacun des organismes communautaires, de se rassembler autour de 10 lieux et d'avoir aussi de la flexibilité au niveau des horaires de livraison, parce que ce n'était pas toujours efficace. Les défis, les enjeux, ça a été aussi de gérer la faible visibilité sur le renouvellement de nos financements qui était fait un petit peu en fonction de l'ouverture des appels à projets. Donc, on a travaillé sur des boucles de 6 à 8 semaines. Donc qui ne permettait pas forcément de pérenniser le projet. Et à chaque fois, besoin de faire preuve d'agilité face aux changements permanents aussi en fonction des organisations avec lesquelles on travaillait et de créer ce lien de confiance avec les partenaires. Les besoins qui persistent, c'est toujours les espaces de stockage qui sont un peu le goulot d'étranglement. On le voit dans la dernière phase du projet qui est en train de se mettre en place, sur lequel on travaille avec Air Transat. C'est compliqué quand il faut absorber beaucoup de denrées. Le transport aussi, et bien sûr le besoin de coordonner tout ça et de prendre en compte les changements, parce que sur le terrain, il y a toujours des changements, et puis d'être présent sur le terrain. Voilà, et puis d'amélioration, on peut en parler après. Et je crois que ça fait 5 minutes. Merci. Mais oui, merci beaucoup, Noémie. Donc, je vais plaisir. arrêter ça, stop share. On continue à vous inciter vraiment à prendre des notes
dans le Google Doc que je vous mets. Puis je m'excuse encore parce que c'était supposé être dans un Jamboard qui ne fonctionne pas. Donc, Réseau alimentaire de l'Est, vous avez fait preuve d'une innovation incroyable en allant chercher ces repas congelés-là. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle en levant la main qui ont bénéficié des repas congelés du RAE, mais puis, ou en faisant des thumbs up avec vos options. Ouais. Mais yes, Isabelle, une chance qu'Isabelle est là. Merci Isabelle. Isabelle et Daniel. Daniel Graton aussi, qui a fait partie. Daniel Graton. Super. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que... Sonia, bien sûr. Oui, mais je serais curieuse de savoir au niveau de l'espace de stockage, c'est quelque chose quand on regarde, moi j'ai toujours Fin Zéro, Phase 3 à côté de moi, qui était un travail superbe qui a été fait par la FGM, puis Récolte. Puis l'espace de stockage, puis surtout l'enjeu de congélation, qui est quelque chose qu'on voit tant qu'on a vu avec la tablée, puis qu'on a vu avant même ces projets-là, la chaîne de froid. C'est quelque chose de difficile. Puis Daniel Graton, je ne vais pas juste demander à Isabelle, mais j'aimerais ça vous entendre, Daniel, sur ce volet-là, puis à savoir, est-ce que ça s'est amélioré au fil du temps? Est-ce qu'il y a eu des solutions particulières que vous avez trouvées? Comment vous avez fonctionné pour ça? Bien, en fait, moi, je gère un centre communautaire de loisirs dans Pointe-aux-Trembles et je suis un peu le middleman entre le réseau alimentaire, dans ce projet-là, entre le réseau alimentaire et les organismes qui distribuent les aliments. Ce qu'on a fait, moi, j'ai l'espace physique et j'ai les ressources humaines qui facilitent un peu le stockage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a obtenu des financements pour louer un méga congélateur qu'on laisse à l'extérieur du centre et qui est géré par le centre communautaire. Fait qu'on reçoit les aliments congelés. Le camion recule devant le congélateur qui est environ 10 mètres carrés et on met le stock directement du camion réfrigéré au congélateur. Et 2 fois par semaine, il y a 2 organismes en aide alimentaire qui viennent chercher leur stock, entre guillemets, quand c'est leur distribution. Donc, la chaîne de froid est respectée depuis, en fait, on a commencé ça à la fin mars, si je me rappelle bien, Noémie. Et ça continue même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu moins difficile à gérer quand il fait moins 18 dehors. Mais c'est vraiment génial comme système. Puis c'est vraiment le meilleur système qu'on a trouvé. Mais je suis curieuse. Je m'excuse, j'ai des questions. Je suis une fille curieuse. Puis au niveau de la pérennité de ça, je veux dire, ça doit coûter quand même de l'argent louer cette infrastructure-là. Comment vous voyez, j'ose croire que vous pensez... À date, depuis le mois de mars, on a reçu différentes subventions. Une par la Ville de Montréal qui a payé le congélateur pendant environ 6 mois d'opération. Après ça, on a eu la Ville de Montréal-Est qui a payé aussi une partie du congélateur. On a reçu aussi, en fait, jusqu'au mois d'octobre, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mars, on a reçu un don d'une compagnie locale dans l'Est de Montréal qui s'appelle Enbridge. On a reçu le montant qui paye le congélateur jusqu'au mois de mars 2021. Fait qu'on y va de subvention en subvention de cette façon-là. Et en fait, l'avantage qu'on a en tant que middleman, c'est que ça évite d'avoir des frais de gestion. C'est vraiment juste un frais de location. Nous, la société puis le centre communautaire, on assume les frais de gestion de personnel puis de s'occuper, en fait, s'assurer de la sécurité du congélateur. Super, merci. Je serais curieuse de voir, d'entendre s'il y a d'autres personnes qui ont des problématiques ou des solutions par rapport à la chaîne de froid. Je trouve que, tu sais, on a entendu souvent cette location-là. Je vous invite vraiment à lever la main. Là. Je garde un œil sur tout le monde ou même dans le chat. Mais je serais curieuse de voir c'est quoi les différentes solutions qui ont été apportées. Ça, c'en est une, mais on voit que vous devez aller chercher une subvention ou aller avoir... Puis je t'ai vu, Tonia. Mais je suis curieuse à savoir si vous allez chercher, si vous continuez à faire affaire avec
ce système-là, c'est que les besoins persistent et restent importants et donc que vous considérez qu'il est important de continuer avec ce genre de service-là. Puis je fais un peu un skit par rapport à ça, mais je serais curieuse de voir, Tonia, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça rapidement? En fait, donc c'est vraiment un enjeu, on l'a entendu, on va l'entendre pendant toute la journée, pendant toute la petite rencontre qu'on a aujourd'hui. Nous, une solution qu'on a eue puis qui a vraiment été avantageuse, c'était qu'on utilisait des camions comme espace réfrigéré d'entreposage qui étaient branchés. Donc, ça réduisait la manutention, ça permettait une mobilité. Fait que ça a été une belle solution. Puis également, on a mutualisé plusieurs espaces, plusieurs organismes qui avaient de plus grands espaces qui nous permettaient aussi, lorsque le besoin se faisait, de pouvoir entreposer chez eux des repas congelés de façon à ne pas briser la chaîne de froid. Mais effectivement, la solution de Daniel est aussi très intéressante, puis elle est économique, puis écologique, parce qu'avant, c'était vraiment... nous, on a eu une grosse commandite, puis on ne l'a pas utilisée. C'était des grosses remorques réfrigérées, mais au diesel. Donc, ça offrait une partie congelée, une partie réfrigérée, mais on n'est pas allé vers cette solution-là parce que de façon écologique, ce n'était pas le cas. Le problème que soulève, par contre, c'est le branchement. Je veux dire, les prises électriques, parce qu'il faut une prise électrique dédiée, ça cause également, c'est également un enjeu, un défi important qu'on a rencontré dans le cadre du... Super, merci. Intervention, Tonia. Oui. Il y a des congélateurs qui existent, ça se branche directement sur le 110. Comme celui que j'ai, là, il se branche directement sur une prise normale, de mur normale, puis ça va vraiment super bien. Super. Donc, on a aussi le Chic Resto Pop qui utilise le chat et j'aime ça, qui distribue ce type de plat et ils ont entreposé leur repas pour les usagers au CLSC, excusez, Hochelaga Maisonneuve. C'est une superbe collaboration, puis je serais curieuse de savoir, est-ce que vous dites « nous avons » et je regarde le temps de verbe, est-ce que vous continuez à faire affaire avec le CLSC à ce moment pour continuer à servir des repas congelés ou ça a été ponctuel? Je vous donne la parole, Anna Amaya. Je ne sais pas si vous osez nous partager. En fait, nous l'avons fait durant la période estivale. Pour l'automne, nous nous sommes retenus de le faire, quoique on continue à travailler avec le CLSC, mais à d'autres niveaux. Maintenant, pour ce qui est de la distribution alimentaire d'urgence, puisqu'on avait la chance d'ouvrir le restaurant communautaire, on s'était arrêté, mais là, on est fermé. Et nous avons reçu justement hier un lot de 110 repas préparés par les cuisines solidaires de la table des chefs qui seront distribués parmi les familles dans le besoin. OK. Puis vous les avez mis, excusez-moi, j'ai peut-être mal suivi, là, mais vous les avez mis ces repas-là dans vos propres congélateurs ou ça continue à être au CLSC? Non, c'est dans notre propre congélateur. OK, parfait. Super. En fait, dans vos cuisines. Les nombreuses boîtes que nous avons entreposées cet été, c'était dans notre congélateur. Aussi. Oui, vous êtes bien équipés. Oui. Super. Merci. Donc, je me trompe entre mes boutons. Malheureusement, le temps passe, donc on va passer aux prochaines organisations. Donc, je passe la parole à la cantine pour tous. Donc, notre collègue Eva Murator. Allô? Bonjour tout le monde. Donc, en mars, la cantine pour tous a suspendu son programme dans les écoles. Et en fait, c'est tout de suite mobilisé auprès de ses membres pour leur venir en aide le plus rapidement possible et puis de la manière qui soit la plus pertinente pour eux, qui étaient finalement en première ligne. Donc, je voudrais nommer que la philosophie de la cantine, en fait, en tant que regroupement d'acteurs en sécurité alimentaire à l'échelle du Québec, c'était déjà la mutualisation, que ce soit au niveau des services, des ressources ou des équipements. Mais finalement, la crise Covid n'a fait qu'accélérer les choses et a plus que jamais mis en évidence la pertinence de se coordonner entre acteurs, de faire ensemble pour développer des réponses collectives à des enjeux qui sont finalement vécus par tous.
Donc, je vous présente aujourd'hui 3 de ces initiatives. La première, c'est la création d'un fonds de soutien qui visait à faciliter l'accès au financement de nos membres, finalement, pour répondre à l'urgence et leur apporter de l'aide, parce que finalement, ils réorganisaient leurs opérations pour pouvoir rejoindre les plus vulnérables, notamment les familles dont les enfants bénéficiaient de services alimentaires dans les écoles avant la pandémie. Le fonds avait aussi pour objectif, suite à plusieurs appels de nos membres, de cofinancer des repas d'organisation qui contactaient nos membres à la recherche de services alimentaires pour leurs bénéficiaires, comme des HLM, des résidences, des organismes communautaires, mais qui ne pouvaient pas nécessairement s'approvisionner chez eux pour des raisons financières. Donc, cette démarche a vraiment soulagé nos membres, je pense, qui étaient surchargés. Que la cantine pour tous, finalement, soit en mesure de faciliter l'accès au financement, ça a été un vrai plus. Ça a démontré la pertinence en tant que réseau de mettre nos énergies à aller chercher des fonds pour des organismes de première ligne qui sont accaparés par le terrain. On continue d'alimenter ce fonds, d'autant plus qu'on anticipe des fermetures d'écoles et que ça permet en fait de rejoindre des familles par d'autres voies que l'aide alimentaire scolaire. Ensuite, deuxième initiative, tu peux changer Erika. La cantine pour tous a répondu à l'appel de la ville de Montréal pour coordonner la production de repas pour 7 points de service dédiés aux personnes itinérantes. Alors, avec cet appel de la ville, c'était finalement la première fois que la cantine et ses membres répondaient collectivement à un appel d'offres et ça a été un vrai succès. Ça nous a permis de nous positionner dans l'écosystème comme facilitateur pour la ville qui a pu bénéficier d'un guichet unique, un seul point de contact dans le chaos que nommait Erika tantôt. Et les membres ont pu accéder à un contrat qu'ils n'auraient pas été en mesure d'honorer individuellement. D'abord parce qu'en étant surchargés dans l'urgence, c'est difficile de répondre à des appels d'offres, faire du démarchage et de la coordination, mais aussi parce qu'en fait, le contrat dépassait largement leur capacité de production individuelle. Donc, c'est en mettant nos forces en commun qu'on a pu obtenir ce contrat-là et ça a mis en avant la force d'être en réseau, de mutualiser les ressources pour finalement réaliser l'impossible. Et on espère pouvoir trouver d'autres débouchés du genre pour nos membres à l'avenir. J'en profite pour remercier la ville de Montréal de nous avoir fait confiance parce que ce contrat a littéralement sauvé la vie de 4 de nos membres, les 4 participants, Corbeil, BIS, CCHM et Resto Plateau. Ils ont pu sauver des emplois au plus dur de la crise et ça leur a permis de rebondir malgré d'énormes pertes de revenus en mars, avril, mai, juin. Enfin, troisième initiative, on peut changer de diapo. La cantine travaillait déjà avant Covid et à la demande de ses membres au développement d'une plateforme numérique partagée qui permettrait la vente de repas congelés livrés à domicile. Mais avec la pandémie, les demandes en services alimentaires à domicile ont littéralement explosé et on a accéléré donc les démarches pour développer cette plateforme. Et le lancement est prévu pour janvier 2021 maintenant. L'objectif de la plateforme, c'est d'offrir un guichet unique à des personnes qui sont à la recherche de services alimentaires à domicile et de les mettre en relation avec le membre producteur le plus proche de chez eux capable de livrer des repas chez elles, d'offrir un accès bonifié à des repas sains aux plus vulnérables avec un module de tarification sociale qui sera la contribution volontaire et d'améliorer la gestion des commandes de nos membres face à la demande croissante de livraison à domicile. Dernière diapo, ceux qui pourront acheter des repas congelés sur cette plateforme, ce sont les personnes qui ont besoin d'accéder à des services alimentaires à domicile, comme je l'ai déjà dit, en particulier les aînés en perte d'autonomie ou isolés, des familles, aussi les proches aidants ou les aidants, comme les gestionnaires d'établissements, des intervenants communautaires, ou même des particuliers qui voudraient commander pour leur entourage, comme de la famille éloignée ou des voisins même qui sont dans des situations plus précaires. Voilà les 3 initiatives. Merci. Mon Dieu, Eva, tu as respecté 5 minutes pile sur mon téléphone. Merci beaucoup. Ah bon, super. C'est merveilleux. Donc, on va prendre un petit 5 minutes parce que le temps passe, mais c'est une superbe façon, je trouve, c'est un beau service pour les organisations. Bravo d'avoir mis ça en place parce que ça permet, comme tu dis, ça a permis de sauver la donne pour plusieurs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont bénéficié, on en a nommé quelques-uns, mais au niveau des enjeux ou des bons
coups ou des pistes d'amélioration, des questions que vous auriez pour la cantine par rapport à ce projet-là. Parce que là, c'est une belle nouvelle de savoir qu'il y a une plateforme transactionnelle qui s'en vient pour la livraison à domicile. Je suis curieuse aussi d'aborder la question de la collaboration entre les organismes régionaux, à savoir, ça n'a pas été nommé, mais c'est une question que je ne peux pas m'empêcher de poser, à savoir, est-ce que la tablée des chefs puis cantine collaborent? Puis est-ce que c'est donc deux services bien différents? Oui, ben, en fait, on s'est beaucoup parlé avec la tablée des chefs pendant la réflexion de ce développement de plateforme. Puis, évidemment, ça pourra être envisagé dans les prochains mois. On n'en a pas rediscuté récemment parce qu'on s'est concentré sur les membres qui vont débuter le pilote plateforme à partir de janvier, qui sont la Corbeille, Bordeaux-Cartierville et le Chic Restopop qui sont là aujourd'hui. On va se faire la main sur cette plateforme-là, voir un peu comment ça roule, qu'est-ce que les gens comprennent, comment ça fonctionne pour nos membres et pour les clients. Puis ensuite, on pourra ouvrir un bassin plus large dès les mois suivants. Donc, si la tablée des chefs a encore des repas à écouler et est en mesure de desservir un certain nombre de quartiers sur l'île de Montréal, ça peut tout à fait être une opportunité à envisager là. Ouais. Super. Je lance comme ça des fleurs dans le... Ouvert à faire une discussion là-dessus au retour en janvier, exactement. Oui. Merveilleux. Donc, ça va être pour combien de temps la plateforme transactionnelle qu'elle va être en mode pilote? Ça va être le temps qu'il faudra, tu me répondras. Oui, c'est ça. Okay. C'est sûr qu'on va commencer par Montréal parce que c'est là où il y a le plus nombre d'acteurs et de très grands besoins. Mais la cantine pour tous, c'est à vocation provinciale, donc on n'oublie pas aussi les autres régions qui auraient besoin de ce type d'outils-là. Merveilleux. Donc, pilote pour les 6 prochains mois et ensuite, on verra comment on ouvre progressivement à d'autres régions si possible. Magnifique. Il y a une question super pertinente dans le chat qui demande, est-ce qu'il y a un mécanisme de communication, concertation avec les 5 commissions scolaires de Montréal? On sait que les commissions scolaires ont été chargées de donner des directives aux écoles pour savoir comment fonctionner lorsque les écoles ferment. Et puis, c'est quand même, c'est un peu, encore une fois, c'est un peu du chaos de ce côté-là. Est-ce que la cantine qui travaillait d'ailleurs sur un projet d'alimentation universelle scolaire, est-ce que c'est des partenaires avec qui vous travaillez? Il y a d'ailleurs le Club des petits déjeuners qui est avec nous aujourd'hui, et puis tous nos membres qui produisent pour la mesure alimentaire notamment. On n'a pas de processus de concertation identifié. Évidemment, on est tenu au courant, mais au même titre que tous les autres fournisseurs ou collaborateurs des écoles, en fait, pour le moment. On a été invité à un moment donné, enfin, il y a eu une réunion avec toutes les commissions scolaires de l'île de Montréal pendant la crise pour essayer d'identifier comment on pouvait venir en aide aux familles les plus éloignées des écoles, mais ça a été une rencontre qui a eu lieu une fois, puis maintenant elles se rencontrent entre elles sans nécessairement les partenaires pour le moment. En tout cas, Cantine pour tous n'est pas conviée à ce jour, si elle existe cette rencontre. C'est peut-être une piste à explorer, donc. Très bien. Excellent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à lever la main. Merveilleux. Ben, j'en profite pour continuer la présentation. On va passer à Bouffaction Rosemont. Puis, je vais partager mon écran. Ça va être donc à Tonia Maury de nous présenter le projet de mutualisation de camions réfrigérés et de services de livraison. Tonia, la parole est à toi. Je ne sais pas si on a perdu Tonia. Je ne vois pas. Tonia, la caméra est fermée, le micro est fermé. Donc, ça, c'est un moment un peu... ça peut être une connexion difficile. Ça arrive à tout le monde. Je vais probablement simplement passer à nos collègues du Club des petits déjeuners. Oh, est-ce que Tonia est de retour parmi nous? Oh, non, oui, excellent. Donc, oui. Vous me voyez? Oui, maintenant ça va. Désolée, j'ai la parole est à la maison. On gère les enfants à la maison aujourd'hui. Je peux y aller?
Oui, tu as ton gros 5 minutes pour nous présenter le projet. Mais nice! Alors, bien, bonjour tout le monde. Écoutez, on vous présente aujourd'hui le projet de mutualisation de camions réfrigérés, mais aussi de services de livraison, donc pour les initiatives en sécurité alimentaire. Ce projet-là s'inscrit dans le pôle logistique alimentaire et nutrition. C'est le plan de BOFaction, dans le fond, qui a été mis de façon accélérée en place. L'objectif du projet était vraiment de trouver une solution au début de la pandémie aux défis d'approvisionnement puis de distribution des organismes en sécurité alimentaire. Donc, on en entendait parler, il n'y avait pas beaucoup de... les moyens n'étaient pas là, les organismes avaient besoin de pouvoir s'approvisionner, puis il y avait un défi logistique qui était la disponibilité des camions. On souhaitait également faciliter la répartition des plats préparés par la tablée des chefs, mais également ceux qui provenaient du réseau alimentaire de l'Est, à des organismes qui n'étaient pas nécessairement accrédités par Moisson Montréal parce que ce n'est pas tout le monde qui l'est pour le moment. Il y avait plusieurs initiatives également qui étaient émergentes. Donc, dans le fond, l'idée, c'était, puis d'autres organismes également qui avaient mis en place des projets pour répondre à la demande. Donc, l'idée était vraiment de pouvoir s'assurer que les plats étaient un peu partout sur l'île. Notre objectif était également de limiter le gaspillage alimentaire, de réduire l'empreinte carbone des déplacements, puis de s'assurer de la salubrité des aliments, compte tenu que la chaîne de froid est vraiment très importante, qu'il faut la préserver tout le long. Donc, c'était ça le projet, c'était ça les objectifs. On y est arrivé en mutualisant différents camions réfrigérés. Donc, on est autour de 8 et 10 camions. On a également assuré la distribution des plats congelés qui provenaient de la tablée, puis également du réseau alimentaire de l'Est sur l'île de Montréal. On a fallu répondre aux besoins d'espaces réfrigérés limités des organismes en mutualisant des espaces réfrigérés dans différents quartiers. Puis, on a aussi assurer la distribution de dons alimentaires. On parle d'une grosse commandite d'œufs qu'on a obtenue à BOFaction, les invendus des cafétérias qui provenaient des écoles avec la tablée. Donc, dans le fond, il y a eu plusieurs gros dons alimentaires qui ont été distribués sur l'île de Montréal en utilisant les projets de déplacement et de camions mutualisés. Voilà, je passerai à la prochaine diapo. Donc, ce projet-là était mis en place vraiment pour les organismes en sécurité alimentaire, mais aussi, comme je le disais tantôt, tout ce qui était émergent, citoyen, volontaire. Tu sais, on le sait, quand la pandémie, quand le confinement a commencé, il y a tout plein de choses qui ont popé. Puis, dans le fond, on a été présent pour s'assurer que tous puissent être desservis. Donc, ce projet-là a débuté en avril assez rapidement, puis il a pris fin à la fin septembre. C'est bon, j'ai l'impression de parler vite, mais je parle toujours vite dans ma vie. Nous avons plusieurs partenaires, donc la majorité sont présents ici aujourd'hui. On parle de la cantine pour tous, la tablée des chefs, le réseau de l'Est, le club des petits déjeuners qu'on a fait un petit projet également. On a eu accès à une plateforme qui nous a permis également de gérer justement ces camions réfrigérés-là. Location Les Garés. Pour les camions, le financement est venu de Centraide, donc avec les fonds d'urgence, puis on a eu vraiment l'appui de la Ville de Montréal, puis plusieurs lieux de dépannage, des HLM. Donc, on a eu vraiment, vraiment beaucoup de partenaires dans le cadre de ce projet-là. Si je vous parle rapidement des résultats maintenant. Yeah! Donc, au total, c'est 97 organismes sur l'île de Montréal qui ont été desservis, donc qui ont reçu soit des plats, soit qui ont emprunté les camions, plus une quarantaine d'initiatives sur Montréal. Donc, on est encore en train de comptabiliser, puis ces chiffres-là augmentent encore. Ça a été assez fou, puis on n'a pas arrêté. Le rythme était freiné depuis le mois d'avril chez nous, comme probablement chez vous également. On parle de 8 à 10 véhicules réfrigérés. C'est entre 35 000 et 45 000 repas que nous avons distribués par semaine. Là, vous m'excuserez, il y a des erreurs de grammaire. On estime, puis là, c'est une estimation qui provient des chiffres des différents organismes. Donc, est-ce qu'on est certain que c'est 25 000 personnes différentes? Je ne pourrais pas le confirmer. Donc, c'est 25 000 personnes qui auraient été touchées par nos initiatives. En denrées alimentaires qui ont été distribuées, en gros, sur l'île, on parle de... Je n'ai pas fait le volume, mais c'est 5 camions de 14 pieds remplis de bar en bar qui ont été distribués. Le nombre de kilométrages reste à déterminer.
Puis, on parle de 720 heures de bénévolat. Donc, dans le cadre de toutes les initiatives qu'on a fait, Bouffe Action a reçu vraiment un appui de bénévoles de façon incroyable. On a eu des livreurs. Ah, zut! Même si je parle vite, je n'y arrive pas. Est-ce que tu me laisses encore une minute? Merci. Donc, on va poursuivre tout simplement pour dire que les bons coups, dans le fond, le projet, ce que ça fait, le projet, ce que ça dit, c'est que la mutualisation, ça marche. La mutualisation des espaces, des camions, ça fonctionne. On a établi un réseau d'entraide, de collaboration exceptionnelle avec de nombreux partenaires. Puis, on a développé vraiment une expertise qu'on apprécie dans cette gestion effrénée et de justement s'assurer que tout ça fonctionne dans cette coordination-là. Puis, ce qui est comme enjeu, ce que je dirais, c'était un projet qui était éphémère, donc comme tout projet qui fonctionne très bien, bien quand il prend fin, bien, je veux dire, les problématiques et les défis demeurent pour les organismes. Puis, je vais juste vraiment passer rapidement parce qu'on va en parler peut-être après. Ce qui est important aussi de dire, c'est que ce projet-là pilote a permis de mettre en place, dans le fond, on a regroupé différents acteurs, différents organismes qui souhaitaient continuer le projet de mutualisation de camions. Donc, on a déposé une demande de subvention pour acquérir des camions qu'on ferait en collaboration avec une douzaine de partenaires. Puis, également, on parle de mettre en place un hub alimentaire. Ça fait un moment que j'en parle, puis là, ça se concrétise. Donc, le but est vraiment d'avoir un espace transitoire pour la nourriture, d'avoir une cuisine qui soit mutualisée et d'avoir aussi des espaces de réfrigération qui seraient mutualisés entre les différents partenaires. Donc, l'idée est vraiment, c'est ça, un lieu qui permettrait un hub alimentaire dans l'est de Montréal, plus précisément. J'ai dépassé, mais voilà. Merci beaucoup, Tonia. Donc, merveilleux. Oui, l'espace cuisine va s'attarder aux questions de hub alimentaire dès le début de 2021 parce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut voir éclore, là, une petite fleur dans chaque quartier d'un hub comme ça qui aide au niveau des infrastructures et des services. Mais on reste, disons, moi, je suis curieuse toujours. Et puis, tu as parlé on nomme, j'ai vu, je suis un peu aussi de côté là, dans l'autre document de notes. Puis, j'aime donner la parole aux gens avant de poser mes propres questions. Fait qu'il y a une question dans le chat qui dit « Est-ce que vous avez des outils de gestion logiciels pour gérer l'offre et les besoins pour comptabiliser les données? Est-ce que c'est un besoin? » On a un logiciel, la plateforme qui... J'arrive. Désolée, c'était Mathieu. Ça va. Donc, on a utilisé un logiciel qui nous a été prêté, ça s'appelle GemCar. Dans le fond, c'est un logiciel qui permet à tous les garages de gérer leurs besoins, leur clientèle et tout. Donc, les données ont été comptabilisées par ça. Puis, un des enjeux qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas eu un temps de pause pour dire, bien, on va regarder nos données puis on va les analyser. Donc, il y a quelque chose qui existe, qui fonctionne. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a un besoin? D'après moi, oui. Mais quand même, dans la façon qu'on l'a réalisé, on est très content. On va avoir beaucoup plus de chiffres, puis en janvier, on va exposer tout ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il soit mis en place. Voilà. Super, on a des ressources. C'est aussi un point qu'on voudrait aborder dans l'espace cuisine, la gestion des transports, l'optimisation. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ça au niveau des logiciels, dont je pense quelqu'un qui est parmi nous aujourd'hui. Mais moi, je suis curieuse par rapport aux espaces réfrigérés, parce que tu as parlé justement du hub qui permettrait de créer cet espace réfrigéré-là, mais est-ce qu'il y a des camions de Bouffe Action qui ont été utilisés pour faire du stockage près d'un organisme? Est-ce qu'on a comme stationné des camions réfrigérés à des endroits près des organisations pour assurer un espace de congélation cet été? En fait, tout l'espace de congélation, on l'a géré à Rosemont. Donc, on avait des camions qui étaient attribués à ça avec un financement spécifique pour ça. On les a laissés ici dans Rosemont, dans Hochelaga, dans le fond, chez les Garés, parce qu'ils nous ont permis de nous brancher sur leurs infrastructures. Les camions, contrairement aux remorques, ce qu'on a vu, parce qu'on l'a expérimenté, c'est le 220 que vous voulez, si vous voulez avoir un camion qui réfrigère puis qui offre une possibilité vraiment de garder le tout en bonne qualité. Donc, mais les camions sont toujours, le point de référence était toujours Hochelaga Maisonneuve et on distribuait partout.
initialement, le projet des camions mutualisés, on souhaitait avoir différents endroits dans le quartier où on pouvait laisser des camions pour que les organismes soient plus prêts pour les utiliser. Puis malheureusement, ça, on n'a pas pu le faire. Est-ce que ça aurait été souhaitable? Je pense que ça aurait été très bien que ça se passe comme ça, mais la réalité, compte tenu de la COVID, qu'il fallait s'assurer que tout soit désinfecté, puis également la sécurité des camions, bien, on a quand même gardé le tout à l'égaré, puis ça a facilité aussi la transition. Les gens arrivaient, prenaient les clés et repartaient, donc c'était vraiment plus de cette façon-là que ça a fonctionné. Super. Bon, le temps file. Merci, Tonia. Merci beaucoup. On va revenir à ces questions-là, mais je vais tout de suite donner la parole au Club des petits déjeuners pour qu'ils nous présentent leur projet. Je vais partager. Donc, c'est Tania Angulo. Je ne sais pas s'il faut dire Angulo, mais j'ai l'impression que je vais continuer à dire Angulo. Ton micro est fermé, Tania, mais la parole est à toi. Je ne sais pas si je partage le bon écran. Je t'entends toujours. Ah, voilà. Vous m'entendez? Alors, bonjour. Oui, c'est bon. Donc, comme dernier projet, dans le fond, c'est un petit projet comparativement à d'autres projets aussi que vous avez présentés aujourd'hui. Vraiment, c'est le projet de livraison avec Uber Eats. Alors, c'est parti vraiment d'un partenariat avec le Club des petits déjeuners. Et Uber Eats, dans le fond, a mis sa plateforme informatique ainsi que toutes les courses gratuites là, que les chauffeurs font au service des organismes communautaires qui avaient des initiatives de dépannage alimentaire d'urgence à travers le Canada. Puis au Québec, c'est vraiment des familles de 4 régions différentes qui ont pu bénéficier de ce service. Dans le fond, en termes de ligne du temps, par rapport au projet, le projet pilote a démarré au mois de mai, au tout début du mois de mai, avec l'organisme BADER, donc Bureau associatif pour la diversité et la réinsertion, et aussi justement la collaboration de la Ville de Montréal. Par la suite, vers la fin mai, donc il y a eu le développement et l'implantation du projet vraiment dans les 4 régions. C'est là que moi, je suis comme rentrée au niveau du projet. Et au début juin, il y a eu le développement et l'implantation du projet avec la collaboration de Bouffe Action Rosemont. Et fin juin, mi-juin, il y a eu la confirmation par Uber Eats qui mettait vraiment un délai ferme là, au partenariat, qui était justement le 30 juin comme fin de projet. Par rapport aux partenaires et collaborateurs, évidemment, il y a Uber Eats, il y a Centraide aussi qui a collaboré avec nous et on a mis justement conjointement toutes les courses gratuites ensemble pour favoriser justement plusieurs organismes. Et il y a eu la Ville de Montréal qui a participé au projet pilote et Bouffe Action Rosemont, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc comme collaborateur. Au niveau des résultats, on a vu justement par rapport aux 26 organismes qu'on avait visés puis qu'on avait soutenus financièrement avec des fonds d'urgence pour des initiatives de dépannage alimentaire et qui faisaient justement de la livraison à domicile. On a à peu près 6 organismes, en comptant aussi Bouffe Action au tout début, là, qui ont participé à ce projet-là pour un total à peu près de 722 livraisons et on a atteint 227 familles. Comme enjeu, c'est un projet au niveau des ressources humaines très, très énergivore. C'est vraiment tous les outils pour chacune des étapes n'étaient pas créés. Donc, c'est sûr que par rapport à la promotion jusqu'au suivi des organismes, c'est tous des outils qui ont été créés aussi. À la fin, 2 personnes de chez Uber Eats participaient au soutien, justement, technique de ce projet. Au niveau des ressources matérielles, la plateforme informatique ne répondait pas nécessairement aux défis opérationnels des partenaires communautaires et aussi, bon, elle n'était pas efficace parce qu'elle n'était pas nécessairement adaptée pour les organisations. C'est une plateforme qui était créée pour les restaurants.
Au niveau de la distribution, ben, il y avait beaucoup de chauffeurs qui pouvaient se présenter pour effectuer les livraisons. Les chauffeurs ne semblaient pas être au courant nécessairement tout le temps de l'initiative lancée par Uber Eats. Les délais de distribution étaient parfois aussi inadéquats parce que, bon, c'était pour des dîners, donc des fois, ça arrivait un petit peu après. L'autonomie puis des livreurs, puis l'optimisation justement des livraisons était peut-être impossible en raison justement du fonctionnement de la plateforme. Donc, en termes de bons coûts, vraiment par rapport à, si je regarde, c'est sûr que dans certains temps, justement, le processus, là, dans chacun des organismes, la livraison pouvait partir à l'heure prévue. La plateforme semblait être quand même conviviale pour justement les utilisateurs là, des organismes. La connaissance, ça nous a permis de faire justement de connaître mieux les acteurs qui travaillent en sécurité aussi alimentaire et la possibilité de les mettre en contact. Aussi. Le soutien technique en temps réel, bon, il était bon. Bon, avec justement Uber Eats au niveau des opérations, surtout au niveau, comme je vous disais, en temps réel, là, avec le soutien technique en tant que tel qu'on avait vers la fin, là. Et le projet, celui-là, en tout cas, ce qui était le fun, c'est de voir aussi que ça a créé d'autres projets, entre autres un projet de vélo électrique à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment là, des organismes se sont mis ensemble pour justement créer un projet de livraison à domicile, mais avec des vélos électriques. Ainsi aussi que des bénévoles. Donc, les besoins, oui, il y a, on s'entend qu'il y a un nombre d'organismes communautaires qui doivent de toute façon encore livrer à domicile des repas ou des paniers alimentaires. Et ça s'est accru évidemment avec la crise sanitaire qu'on vit actuelle. Donc, en termes de pistes d'amélioration, c'est sûr qu'il y a une meilleure planification au niveau de toutes les étapes de réalisation du projet, puis de la création d'outils, allouer entre autres une ressource humaine totalement dédiée à la coordination d'un tel projet. Le système de livraison Uber Eats pourrait peut-être fonctionner dans un environnement plus petit, des lots de commandes un peu plus petits. Bon, il faudrait entre autres adapter la plateforme informatique aux organismes communautaires au niveau là, de la logistique de livraison. Et le partenaire devrait en tout cas informer les chauffeurs parce que des initiatives auprès de la communauté, parce que les chauffeurs, dans ce cas-ci, ce ne sont pas nécessairement des employés d'Uber Eats. Donc, c'est peut-être une partie du problème. Le système de livraison doit être pensé justement pour que justement les chauffeurs puissent faire plusieurs livraisons à la fois, prendre plusieurs commandes. Et ce que je me demandais, c'était peut-être que le réseau des organismes communautaires pourrait justement développer un modèle similaire, dans le fond, mieux adapté aux organismes, avec des chauffeurs potentiellement bénévoles ou rémunérés pour les frais, pour qui les frais, c'est-à-dire pourraient être remboursés. Là. Donc, voilà. Super. Merci. Merci, Tania. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment comme un bel essai, j'ai le goût de dire. Là. Ça a été lancé très rapidement, ça a été un peu la folie, ça a duré quelques temps, ça a permis de répondre à des besoins. Là, on voit que j'aime beaucoup les pistes d'amélioration, puis on pourrait y revenir. Puis là, c'est fou, hein, mais le temps file à une vitesse effrénée, puis on n'a presque pas eu le temps de se parler. Puis je tiens à vous dire que il y a eu plusieurs éléments qui ont été soulevés dans vos présentations. On parle de logiciels de transport, on parle de capacité de congélation, on parle de chaîne de froid, on parle de juste la distribution des repas, en soi la production-distribution de repas. Il y a certains points que moi, je garde,
Puis c'était c'était ça le but de l'exercice aujourd'hui. Il y a eu aussi les écoles, ça m'a vraiment ça m'a soulevé une petite cloche. Puis c'est toutes ces thématiques-là que je voulais vous amener à présenter vos projets aujourd'hui pour un peu mettre la table. Puis au retour en 2021, on va vraiment pouvoir aborder chacun des éléments plus spécifiques. Parce que là, c'était comme impossible de faire vraiment, de rentrer de façon chirurgicale dans chacun des projets avec le peu de temps qu'on avait. Mais ça met un peu la table sur les différents, avec les enjeux que vous avez soulevés. On pourra les réexplorer plus en détail en 2021. Donc, mais j'aime ça donner la parole aux gens. Donc, Tonia, tu avais quelque chose à dire, probablement par rapport au club. Oui, je voulais, Tania, c'était un travail de moine, ce projet-là. Félicitations de l'avoir mené. Je voulais vous parler un peu de l'expérience qu'on avait eue. En fait, quand on s'était dit qu'on le faisait en collaboration, il y a une quarantaine d'organismes qui souhaitaient pouvoir accéder à ce service-là. Donc, ça confirme que le besoin est là. La piste des vélos solidaires, ben ça fonctionne bien l'été, mais on voit que l'hiver, c'est problématique. Donc, on a fonctionné depuis entre mai et jusqu'en octobre avec eux, jusqu'à la mi-novembre à peu près. L'autre chose, c'est que faire appel aux citoyens, bien, nous, on vient de le faire. Dans le fond, on a fait 650 paniers de Noël, puis la distribution s'est faite justement avec des bénévoles qui venaient. Donc, le rendez-vous était fait, puis on chargeait, puis ils allaient livrer. Donc, ça aussi, c'est une avenue qui est intéressante. Je dois dire que nous, on l'a fait pendant 2 semaines. On voulait vraiment. On a boycotté leur logiciel. Donc, on a boycotté le logiciel et ça fonctionnait vraiment super bien. Donc, l'idée, c'est que le logiciel était trop contraignant, puis on se disait que c'était 2 semaines, donc on l'a mobilisé. Fait qu'il y a des possibilités avec de mettre en place quelque chose qui fonctionne bien. En tout cas, moi, je vous dis, il faut faire quelque chose par rapport à ça parce que c'est vraiment, ça aide vraiment beaucoup. Puis la demande était là, le besoin est là. Avec la zone rouge, avec le confinement, puis on ne sait pas si le confinement va poursuivre, donc il faut aller de l'avant. Mais oui, j'aimerais ça entendre. On a un collègue, on dit, je redonne la parole à quelqu'un qui n'a pas parlé, puis là, je viens vous chercher. On a un collègue de Saint-Léonard qui est là, puis je ne sais pas même s'il m'écoute rendu là, mais j'oserais dire son nom, Jean-Philippe de Saint-Léonard. Je serais curieuse, je donne la parole aux gens comme ça. Au niveau de la distribution des repas puis de transport, est-ce que vous en avez bénéficié à Saint-Léonard? Est-ce que c'est quelque chose que c'est un besoin qui persiste qui serait apprécié au niveau du quartier? Juste pour que je comprenne bien la question, vous voulez savoir si on réfléchissait à un service de transport? Oui, puis au niveau de la distribution des repas, il y a des services de distribution mutualisés qui sont mis en place présentement. Certains sont accessibles par les organisations à Saint-Léonard. Il y a des services de transport aussi qui ont été mis en place avant. Est-ce que les besoins sur ces deux services-là persistent au niveau du quartier? Puis est-ce que c'est des services qui sont en train de se structurer autrement dans le quartier? Comment vous répondez à ces besoins-là? Ben, nous, on est très, très petits. Hein? Oui. Donc, petit comme une personne. Je suis venu aujourd'hui pour voir un peu ce qui s'était passé dans le contexte de... On est très petit, puis on est un peu en restructuration, là. Donc, je suis un peu venu aujourd'hui pour voir ce qui s'était fait dans le contexte de la COVID, puis voir un peu comment ça pourrait me nourrir. Parce que notamment, depuis notre dernière Assemblée générale, mon nouveau conseil d'administration, c'est les banques alimentaires. Donc, c'est ceux qui assurent, je dirais, le lien le plus fort avec la communauté, une communauté qui est très pauvre, très multiethnique et dont l'enjeu des déplacements est quand même très réel, étant donné qu'on est, je ne dirais pas le top 1 des déserts alimentaires, là, mais on est dans le top 3 certainement. Donc, je dirais oui. En fait, moi, je suis venu voir un peu parce que oui, j'ai été interpellé par le Réseau de l'Est, oui, j'ai été interpellé un peu par tout le monde, mais moi, je n'ai aucune ressource, je n'ai absolument rien. La majorité de mes activités sont toujours en partenariat avec les locaux de la ville qui sont fermés ou qui sont très, très ralentis dans le moment.
Il y en est de même pour ma deuxième ligne, c'est-à-dire que la tablée des chefs qui assure aussi des livraisons et des services de repas est en restructuration depuis 6 mois. Donc, je vous dirais, oui, on aura certainement besoin. Moi, je trouve que plusieurs des initiatives que vous avez parlé aujourd'hui sont fort intéressantes. Mais dans le moment, c'est des projets qui sont beaucoup plus gros que ce que moi, je peux faire actuellement. OK. Nous, on travaille surtout sur des points de chute où on travaille sur des groupes d'achat. Donc, on est beaucoup plus dans l'action directe, un peu moins dans les grosses structures, là, je dirais. OK, merci. Merci pour ce partage-là. Puis là, vous devinerez que j'abuse des personnes ici. Il est 48 et je sais qu'on a dépassé le temps. On va prendre un petit dernier. J'aimerais ça quand même un peu donner la parole aux gens. Donc, il y a Geneviève Beaubien qui a levé la main. Puis je vous donne donc la parole. Oui, ben bonjour. Moi, en fait, je suis de Québec. Donc, je travaille pour Entraide Agapé. Là, on est une banque alimentaire à Québec. Nous, on travaille en ce moment, là, on aimerait ça mettre sur pied des projets structurants. Puis, je voulais voir un petit peu, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu en avance là, par rapport à la concertation, puis tout ce qui est de mutualisation du camion. Puis, on voulait s'inspirer aussi des pratiques là, qui se faisaient un petit peu plus à Montréal. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant d'entendre ce que vous faites parce que c'est des problématiques qui sont soulevées, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui est nécessairement prévu. Donc, je voulais vous dire qu'éventuellement aussi, j'allais probablement contacter là, les différentes personnes qui avaient présenté leur projet pour discuter un petit peu plus avec vous. Puis justement, là, nous, on dépose un projet demain en sécurité alimentaire pour quelque chose de plus structurant, puis pour favoriser la concertation. Donc, j'aimerais ça là, dans les prochains mois voir un petit peu plus parce qu'on se rend compte que dans le fond, il y a plusieurs choses. Puis je sais qu'il y en a parlé comme la cantine pour tous. Vous avez mentionné votre intérêt aussi de développer ça en région parce que c'est sûr qu'une fois que les plateformes sont faites, ben c'est beaucoup moins de travail. Puis voir aussi comment vous faites pour bien concerter avec les organismes et tout ça, pour faire le lien des fois entre les tables de concertation qui sont plus au niveau de la réflexion, puis les organismes qui sont vraiment sur le terrain et qui ont des réalités qui sont un petit peu différentes. Donc, je voulais vous remercier. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis, j'espère collaborer avec vous dans les prochains mois. Merci. Super, ben, c'est un super mot de la fin. Je suis contente que ça ait pu servir, que ça ait répondu à des attentes de certaines personnes. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de frustration parce que j'aime plus d'avoir du input et des échanges. Ça a été un peu plus difficile aujourd'hui, mais je compte bien de revenir en force en 2021, comme je vous disais, en allant chercher vraiment des thématiques plus ciblées qui sont en lien avec tous ces projets-là. Puis pour les approfondir plus en détail, aller chercher plus vos idées. Donc, je vous remercie vraiment tout le monde de votre participation. Je vous invite vraiment à me contacter, puis je vais écrire mon courriel dans le chat s'il y a des éléments que vous aimeriez, des flags, des réflexions, je dis des flags, des éléments à soulever que vous aimeriez me partager. Je suis là pour les colliger, les transmettre aux bonnes personnes, puis les approfondir avec vous éventuellement. Donc, voilà mon courriel. Merci à tous nos partenaires qui ont accepté de présenter leur projet à 2 semaines d'avis à faire ce webinaire-là. Et puis, ça va être un plaisir de vous retrouver tous en 2021. Je vous souhaite vraiment d'un temps des fêtes reposant, zen, pas trop compliqué, juste de la douceur pour tout le monde, puis de la connexion comme vous pourrez avec vos proches. Donc, on se donne toutes les chances pour revenir en force en 2021 avec des bons projets qui vont permettre de lutter contre la faim à Montréal. Je vous remercie vraiment beaucoup encore, puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.